Bon, bonjour à tous et à toutes. Effectivement, pour allumer des étincelles un peu révolutionnaires pour amener des changements, je vous propose deux questions, deux temps et une boussole. Et donc les deux questions, on vous les a présentées déjà, mais je vous les répète. La première est qui est digne d'être... Oula, excusez-moi. Qui est digne d'être citoyen? Et la deuxième, c'est les plus pauvres sont-ils des citoyens comme les autres? Voilà donc les questions que j'aimerais vous soumettre à la réflexion et au débat. Et en fait, à la veille des élections, quand on pense citoyenneté, on pense surtout aux élections, mais c'est dans un esprit beaucoup plus large que je vais me situer. Et les deux temps dont je vais vous parler, c'est le temps de la Révolution française et le temps, notre temps. Donc, vous allez voir pourquoi je commence. Ah oui, et puis j'ai oublié de vous parler de la boussole. La boussole, eh bien, en fait, c'est un horizon de sens que sont les droits de l'homme. Donc, la Révolution française est un moment important parce que c'est un moment où, de sujets soumis au roi, on devient citoyen avec son mot à dire pour participer au destin du pays. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'Assemblée constituante, avant de rédiger une constitution pour la France et de régler les rapports entre les gouvernants et les gouvernés, rédige une déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Après un mois de débat, non sans mal, mais qui aboutit à un chef-d'œuvre. Et l'article 1er dit « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Et l'article 6, la loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Et pourtant, la Constitution de 1791 entérine un régime censitaire avec des citoyens dits actifs, ceux qui peuvent payer des impôts, qui sont considérés comme dignes d'être citoyens actifs, et des citoyens dits passifs, les autres, c'est-à-dire les pauvres. Et en fait, c'est considéré comme une violation des droits de l'homme la plus manifeste par des gens, entre autres, comme Robespierre. Et du coup, il va y avoir, ça va devenir l'enjeu, un des enjeux, pas loin d'être le seul, de la Révolution, puisque 2 ans après, la Constitution de 1793 abolit ces distinctions entre les citoyens, et 2 ans après, à nouveau, la distinction est rétablie dans la Constitution de 1795, et puis il faudra attendre jusqu'à 1875 pour les hommes et 1945 pour le droit des femmes. Alors, être citoyen, qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est intéressant de se replonger dans l'époque de la Révolution, parce qu'à cette époque-là, c'était bien au-delà du droit de vote. Les citoyens se rassemblaient dans les villages ou dans les communes, et par quartier. Par exemple, à Paris, c'était d'abord les districts, puis les sections. Et là, ils échangeaient à la fois au point de vue local, sur la police, la justice, ou même la propreté des rues, ou encore le secours aux pauvres, par exemple, pour leur donner du travail. Et on pourrait dire, et puis aussi au niveau national, ils élisaient les représentants et même discutaient des lois et pouvaient apporter des propositions. Et en fait, on pourrait dire une démocratie participative en quelque sorte, mais en fait pas du tout, puisque les plus pauvres ne peuvent y participer, donc ce n'est pas une démocratie. Or, l'un des protagonistes de la Révolution, qui s'appelle Louis-Pierre Dufourny, dont j'ai suivi les traces dans ma thèse, explique, lui, pourquoi, au contraire, c'est injuste et indigne, et au contraire, les plus pauvres doivent rentrer dans le processus. Aucune loi juste ne peut vous arracher le droit d'être citoyen, c'est-à-dire le droit de s'exprimer, de s'assembler, d'échanger, de réclamer, de délibérer, de s'instruire réciproquement, de se secourir mutuellement
Et ces assemblées locales devaient établir cette fraternité entre les différentes classes, ce sont ses mots à lui, être des écoles où se formeront les hommes dignes d'administrer la commune et de représenter la nation. Alors, quelles sont les raisons invoquées pour exclure les moins fortunés, ou celle de Dufourny, qui est très explicite, en contraste pour les inclure? Alors, pour les exclure, les raisons sont très liées au regard porté par rapport au travail. Et la société est scindée entre les gens de bras qui travaillent de leurs mains et les autres qui pensent et décident. Et ils sont considérés par des gens comme Sieyès, un des grands législateurs de la Révolution, comme des machines de travail. C'est dire les termes employés pour justifier la distinction entre actif et passif, niant leur humanité d'être pensants. Et paradoxalement, ils sont accusés d'être des fauteurs de troubles, de vouloir changer l'état des choses existantes, parce qu'il n'y a de ressources pour eux que dans une alternative de révolution, dit Boissy d'Anglas, rapporteur du comité de constitution en 1795. Donc ce sont des regards qui enferment dans la fatalité de leur état, considérés comme dans l'ordre des choses qu'on ne peut changer. Dufourny sait que les pauvres sont des êtres pleins de besoins, voués à des travaux pénibles qui usent leur santé, comme dit Sieyès, mais il ajoute que ces travaux sont insuffisants ou que leur salaire est insuffisant. Les travaux ne sont pas toujours assurés. Il sait leurs différences d'instruction, de mode de vie, de disponibilité, leur dépendance, mais pour lui, ce ne sont pas des raisons de les exclure, au contraire, il révèle la nécessité de leur accorder les droits prioritairement parce qu'ils sont eux qui ont les besoins les plus pressants et qui souffrent le plus. Et il veut montrer que ceux qui payent des impôts, les propriétaires, ne sont pas forcément les meilleurs citoyens ou les plus aptes à gouverner, comme le dit Sieyès, parce qu'ils sont les plus instruits, dit Sieyès, mais pour Dufourny, s'il leur manque la connaissance de ce que vivent et pensent les infortunés, ne sont pas forcément les meilleurs citoyens. Et il en mesure les conséquences, le risque de lois trop dures pour les pauvres. Voilà donc pour cette approche historique. Le deuxième temps, donc notre temps. Aujourd'hui, la démocratie paraît assurée, triompher, mais en ce moment, on y croit plus que jamais d'ailleurs, parce qu'elle est de fortes tensions la menace et on a plus que jamais envie de la défendre. Et le désastre de la Seconde Guerre mondiale avait provoqué la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 pour que jamais plus ça ne recommence et nous guider vers un projet de société plus en harmonie avec notre nature humaine. Et c'est intéressant aussi de se redire le préambule de cette déclaration. Il engage tous les peuples et toutes les nations à rendre effectifs les droits pour tous en vue de cet idéal commun à atteindre, l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, proclamés comme la plus haute aspiration de l'homme. Or, quelle est la réalité aujourd'hui? Elle est implacable. Il y a une frange importante de la population française qui vit encore dans la pauvreté, la grande pauvreté ou la misère. Et une autre craint d'y tomber, et à l'échelle du monde, plus de 2 milliards d'hommes, femmes et enfants. Alors que faire? Refuser le scandale de la misère, faire avec les personnes et non pour elles, s'unir pour les respecter dans leurs droits fondamentaux, au nom de l'égale dignité de tous les êtres humains, c'est un chemin positif que j'ai eu la chance de voir émerger. C'est le privilège de l'âge. Joseph Rezinski, le fondateur d'Adégar-Monde, après plus de 10 années où il a vécu au bidonville de Noisy-le-Grand, et avec les premiers volontaires qui le rejoignaient dans d'autres bidonvilles et cités de France, faisait le même constat que Dufourny. Toutes ces personnes qui vivent dans des conditions intolérables sont abandonnées par la société, alors qu'au contraire, on aurait besoin d'elles et leur participation serait indispensable et prioritaire pour bâtir avec eux une société plus juste et plus humaine, libérée du fléau de la misère.
Et donc c'est comme ça qu'en 1968-69, il forge le nom de quart-monde par analogie au terme de tiers-monde, qui venait d'être forgé aussi, et celui de quatrième ordre, terme utilisé par Dufourny pour nommer ceux qui avaient été exclus des assemblées du tiers-État. Ce nom de quart-monde signifie que les plus pauvres du monde entier aspirent à être reconnus comme des citoyens à part entière et à ce que leur cause, vouloir sortir de la misère, soit entendue. Il s'agit d'un acteur collectif, d'une transformation qui implique une démarche, un mouvement vers les plus pauvres. Alors, comment l'opinion publique et les élus pourront-ils se représenter ou représenter les pauvres et les plus pauvres s'ils ne connaissent pas ce qu'ils vivent et pensent, alertait Dufourny. C'est pour cette raison qu'il est important de donner aux personnes dans cette situation les moyens de s'exprimer et de se former personnellement et collectivement, comme par exemple dans les universités populaires quart-monde, où j'étais d'ailleurs ce matin. Ces espaces citoyens leur permettent de voir qu'ils ou elles ne sont pas tout seuls dans cette situation, ce qui leur donne une sacrée force, et de sortir de la honte ou de l'agressivité et de devenir eux-mêmes acteurs dans leur quartier, de représenter leur milieu dans les instances démocratiques et à ceux à leur écoute de les connaître pour agir. Ou encore les programmes de recherche, action, formation par le croisement des savoirs, entre les savoirs de vie des personnes en grande pauvreté, les savoirs d'universitaires, les savoirs d'action des professionnels, qui leur permettent de co-construire une pensée commune, et ce modèle aussi se développe dans d'autres pays. Alors, il y a eu un moment important dans cette histoire, c'est le rapport Grande pauvreté et précarité économique et sociale de 1987, travaillé au Conseil économique et social, aujourd'hui le CESE, Conseil économique, social et environnemental, dont Joseph Brzezinski était le rapporteur. C'était un tournant important au niveau de la connaissance des situations de pauvreté en France, ce que les sociologues reconnaissent aujourd'hui. Et il a initié une nouvelle manière de considérer les plus pauvres et la lutte contre la pauvreté en termes de droits de l'homme. Et en fait, cela a aussi inspiré un rapport des Nations Unies, donc à l'échelle du monde, un rapport qui a abouti. Donc il y a eu un expert suite à ça, il y a toujours depuis un expert droits de l'homme et extrême pauvreté. Et ça a abouti en 2012 à l'adoption de principes directeurs. Et dans tout ce chemin, ces rapports ont affirmé et prouvé la nécessité de tenir compte de la vie et de l'expérience des plus pauvres pour définir les politiques. Et si je reviens à l'avis du Conseil économique et social, il a été à l'origine du revenu minimum d'insertion, RMI, qui est devenu RSA, revenu de solidarité active, et de ses déclinaisons dans les domaines de la santé et du logement, la CMU, couverture de maladie universelle, le DALO, droit au logement opposable, et ensuite la loi d'expérimentation de 10 territoires zéro chômeur de longue durée, qui, par sa réussite, a été étendue à la loi de 2020 à d'autres territoires. Donc toutes ces lois ont été issues de la prise en compte de la vie et l'expérience des plus pauvres, même s'ils sont toujours à remanier. Et le rapport préconisait une politique globale contre la pauvreté et suggérait pour cela une politique d'envergure, ce qui a abouti en 1998 à la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, qui a été présentée à l'Assemblée nationale par Geneviève de Gaulle. Et voilà, c'est une loi prospective, globale, et parce qu'elle considère l'ensemble des domaines de vie qui correspondent à des droits. Et comme le soulignait Joseph Brzezinski dans sa contribution à la Commission nationale consultative des droits de l'homme, préparatoire à une réflexion pour le bicentenaire des droits de l'homme, année de la chute du maire de Berlin, les plus pauvres sont révélateurs de l'indivisibilité des droits de l'homme.
Comment trouver un travail sans logement, vivre une vie de famille décente, préserver sa santé, s'instruire et vice-versa? Comment trouver un logement décent, sans travail, etc. Mais aussi sans les droits civils et politiques, ce qu'on pourrait appeler l'empowerment, cette notion qui était née aux États-Unis, ou les capabilities de scène. Et alors, pour que ces droits soient effectifs, il faut aussi des réseaux pour s'assurer qu'ils soient effectifs et les faire évoluer. Et donc, c'est des réseaux qui se sont développés avec la volonté de suivre chaque domaine, avec des professionnels, des acteurs sociaux et institutionnels, des personnes en situation de précarité, grande pauvreté. Par exemple, sur l'école, avec des parents d'élèves, des parents en situation de pauvreté, et des enseignants, et des universitaires, des acteurs dans l'école, des politiques, etc. Donc, on pourrait dire que ce sont des artisans de démocratie qui agissent dans leur quartier, leur métier, partagent les bonnes pratiques, comme le réseau culture, le réseau logement, le réseau emploi, le réseau école dont je parlais, le réseau santé, le réseau enfance et famille, le réseau jeunesse, etc. Et aussi, oui, le réseau écologie et grande pauvreté, son laboratoire d'idées, pour que les personnes les plus défavorisées ne soient pas des victimes collatérales du manque d'écologie, mais au contraire soit une source de propositions et d'inspiration pour que la transition écologique améliore les conditions d'existence de tous, parce qu'il n'y a pas de transition écologique sans justice sociale. Alors, là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont violés, s'unir pour les faire respecter est un devoir sacré. Ce sont ces mots qui ont été gravés sur le parvis des droits de l'homme et des libertés au Trocadéro, là où fut signée la Déclaration des droits de l'homme de 1948. Et d'autres dalles portant ces mêmes mots ont été reproduites dans de nombreux lieux significatifs dans le monde, aux États-Unis, à l'ONU, au pied du mur de Berlin, au Conseil de l'Europe, au Burkina Faso, en Haïti, à Mexico, à Madagascar, à Reims, à la cathédrale. Voilà, et en fait, il y en a plus de 50, je crois. Et elles sont l'occasion, chaque 17 octobre, qui est la journée des Nations Unies pour l'éradication de la pauvreté, des rassemblements sur les 4 continents donnent la parole aux plus pauvres et à ceux à leur côté. Et un rapport des Nations Unies de Kofi Annan en 2006 sur l'impact de cette journée se félicitait justement du rayonnement, de la mobilisation qu'elle avait créée dans le monde. Et cette année, ça sera le 30e anniversaire de cette journée. Et le CESE, justement, débattra sur ce thème. 30 années de combat, 30 défis d'avenir pour vaincre la misère. Alors, pour conclure, ben oui, nous avons de quoi nous inquiéter pour l'avenir des hommes et de la planète. Mais oui, un monde sans misère est possible, si nous le voulons, pour le bien de tous et toutes, comme le montrent les exemples de ce chemin tracé, avec comme boussole le droit d'être un homme, le droit d'être un citoyen à part entière. Je vous remercie. Voilà.